individuelle, avec chacune de ces entreprises pour voir avec laquelle on estimerait passer le marché. Et on dit de par cette disposition que cette discussion préalable doit être ouverte par un PV. Parce que ce que j'allais aussi dire, c'est que la discussion préalable considère regarder quoi? L'existence juridique. Parmi les exigences financières, il y a quoi? On va parler du fisc. Est-ce qu'on est en règle avec le fisc? Est-ce qu'on est en règle avec les cotisations sociales? Avec le INPP? Mais également, on va parler de la capacité financière de l'entreprise. Et après, on va regarder son expérience. Est-ce que pour un marché vraiment de 29 millions, quelque chose, peut-on, dans un premier temps, puisqu'on donne une espèce de lorsqu'on libère d'un coup 19 millions, quelque chose, est-on dans les normes selon la... On ne peut pas être dans les normes comme la GINASI. On ne peut pas être dans les normes comme la GINASI. Pourquoi? C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. La passation de marché public est faite de telle sorte que l'État ne perde pas de l'argent. J'explique. Puisque l'entreprise avec laquelle on va passer le marché, on aura vérifié en amont pour voir si cette entreprise dispose d'une capacité financière. Donc, le principe étant, l'entreprise doit d'abord exécuter le marché et on a un calendrier de décompte sur base duquel nous serons en train de le payer. C'est-à-dire, il exécute, après il introduit ses factures et l'autorité contractante paye la quantité exécutée après s'être assuré à travers le bureau de contrôle et de surveillance qu'effectivement les travaux ont été exécutés. Raison pour laquelle, lorsque nous construisons nos propres maisons, on ne dépense pas plus, parce que le contrôle de surveillance, c'est nous-mêmes qui l'assurons. Mais quand on construit pour l'État, c'est que d'un côté, vous avez l'entreprise qui construit, et de l'autre côté, vous avez un bureau de contrôle et de surveillance. Il y a ceux-là qui font contrôle à part, surveillance à part, mais pour moi, j'estime que les deux vont de pair. Donc, vous devez avoir un bureau qui contrôle. L'entreprise exécute sur base de quoi? Sur base de ce qu'on appelait à l'époque le cahier des charges. Ça veut dire les prescriptions techniques établies. Il exécute sur base de ça. Et le bureau de contrôle contrôle pour s'assurer qu'effectivement, on a respecté les spécifications de matériaux qui doivent rentrer, ça veut dire tout ce qui est en écran, et on a fait les choses dans la règle de l'art. Et ce n'est qu'à ce moment-là, sur la quantité exécutée, l'entreprise va introduire sa facture et l'autorité contractante paye cette quantité-là. Et on va aller ainsi jusqu'à la fin. Ça, c'est le principe. Mais l'exception à ce principe, c'est que j'ai pu être une entreprise, je dispose d'un chiffre d'affaires conséquent, mais je n'ai pas de liquidité. Pourquoi? Parce que ce que j'avais en moi, je les ai injectés dans d'autres chantiers que j'avais avant, au point qu'au moment où on me donne l'ordre de commencer, je ne dispose pas de liquidité. Dans lequel cas, la possibilité que la loi donne, c'est que moi, entreprise, je peux solliciter une avance de démarrage. Et la loi dit, pour le marché de travaux et le marché de prestations intellectuelles, l'avance de démarrage ne peut pas excéder 30% du montant du marché. Pour le marché de fourniture et le marché de services, l'avance de démarrage ne peut pas excéder 20% du montant du marché. Mais il y a une subtilité. C'est que l'autorité contractante, puisque je dis que par principe, l'autorité contractante ne peut pas perdre de l'argent, donc l'autorité contractante devra exiger de l'entreprise qui sollicite l'avance de démarrage de couvrir cette avance de démarrage par une garantie bancaire qu'on appelle la garantie d'avance de démarrage et qui doit couvrir le 100% de ce montant-là. Autrement dit, l'entrepreneur devra aller auprès de son banquier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va mettre en hypothèque, si ça sera un amortissement, je ne sais pas trop. Mais il
il devra nous ramener à l'autorité contractante une garantie bancaire signée par sa banque du montant que lui sollicite. De telle sorte que s'il prend la poutre de son pacte avec l'argent que l'autorité contractante lui aura remis, l'autorité contractante prendra juste la garantie bancaire, se présentera au guichet de la banque et on lui restitue la globalité de la somme donnée à l'entrepreneur. Parce que le principe, c'est que l'État ne doit pas perdre de l'argent. C'est un principe, ça pose en passation au marché public. Et nous, en tant qu'autorité de l'organisation du marché public, nous sommes tenus de veiller à tout ça. Est-ce que dans le cas du marché de gré à gré, faut-il passer par cette étape-là? C'est vraiment l'étape du paiement de marché est établie comme ça de par la loi. Je peux prendre quelques dispositions en rapport à ce que je suis en train de dire. Je prends les dispositions de l'article 151 jusqu'à 156. Je veux le lire l'expression. 151 à 156 du décret 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de marché public. Article 150. D'abord, chapitre 1er, titre 3 et l'exécution de marché. Chapitre 1er, les modalités de règlement de marché. Article 151. Les modalités de règlement de marché public sont fixées par les articles 70 à 72 de la loi relative au marché. On va lire aussi ces dispositions-là. Ces articles fixent les modalités et conditions d'octroi des avances, des acomptes, ainsi que le minimum du sol. Vous comprendrez déjà de cette disposition que l'on ne peut pas payer un marché à 100% alors que le taux d'exécution physique est à 0%. Impossible. Ça n'existe pas. Secteur premier. Première part. Des avances forfaitaires de démarrage. Article 152. La loi relative au marché public fixe sur l'avance de démarrage à un maximum de 30% pour le marché de travaux et de prestations intellectuelles et à un maximum de 20% pour le marché des fournitures et autres services. Le montant de cette avance est calculé sur le montant du marché pour le marché d'une durée d'exécution inférieure à 1 an, le montant des prestations à réaliser au cours de 12 premiers mois pour le marché d'une durée d'exécution supérieure à 1 an. Troisième tiré, le montant de 12 premiers mois d'exécution pour le marché compte de commande ou clientèle. Article 350. Le versement de l'avance de démarrage est conditionné et intervient après réception de la demande de paiement accompagnée d'une garantie bancaire d'égal montant. C'est le principe sur lequel, lorsque les titulaires du marché ne disposent pas, n'a pas de liquidité pour commencer le marché, dans lequel cas, il peut solliciter une avance de démarrage. Mais l'avance de démarrage, on dit, il doit faire accompagner cette demande d'avance par une demande, il doit faire accompagner d'une garantie bancaire d'égal montant. Et la garantie bancaire d'égal montant, c'est ce qu'on appelle la garantie d'avance de démarrage. Parce que l'État ne doit pas perdre. Tu travailles avec ton banquier, tu m'apportes une garantie bancaire du montant correspondant à ce que tu veux que je te donne, et je te le donne. Mais seulement en passation de marché public. On ne peut pas allouer des sommes supérieures à ce que je viens de dire, en termes d'avance, jamais. 30%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez exécuté, 30% dans l'exécution financière, taux d'exécution 0. Et ça, la loi le veut. Mais seulement le 30% qu'on vous donne sera couvert par une garantie qui vous a été délivrée par votre banquier, qu'on appelle garantie d'avance des démarrages. Et après, quand on poursuit, on vous dit, article 154, le remboursement de l'avance a lieu lorsque le montant de prestation exécuté au titre du marché atteint ou dépasse 40% du montant initial du marché et prend fin lorsque le montant des prestations exécutées
à terme on dépasse 80%. C'est-à-dire quoi? On vous a donné 30% alors que le taux d'exécution physique est à 0. Lorsque vous commencez à exécuter et que vous atteignez 40% dans l'exécution physique, à ce moment-là, avant que vous n'atteigniez 80%, il y a des calculs qu'on fait. L'autorité contractante va commencer à retirer le 30% que vous avez donné, petit à petit, de telle sorte que, au taux d'exécution physique à 80%, la balance va être équilibrée. Exécution financière à 80%, exécution physique 80%. Et on continue pour la fin. Voilà. Lorsque vous allez à la DCP, pour obtenir l'autorisation sociale pour un coût du marché, par exemple, de 10 millions de dollars, ou de 10 millions de francs, on le fait comme et lorsque vous le voyez, ces montants-là, vous les retournez pour sortir de l'autorisation. Oui, à partir du moment où je suis dit. D'abord, 10 000 $, ce n'est pas le seul de la DGCMP. Parce que pour que la DGCMP opère un contrôle, son contrôle à priori, il faudrait que le montant du marché atteigne le seuil de contrôle à priori. Je m'en excuse, je serais venu avec l'arrêté et je vous aurais donné des éléments beaucoup plus concrets. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un seuil. Peu importe le montant. Est-ce que faut-il, lorsque le montant est revenu à la baisse, faut-il le retourner pour solliciter une seconde autorisation? Parce que l'avis de notre gestion qu'on vous a donné, on vous l'a donné en spécifiant quoi? En spécifiant l'entreprise avec laquelle vous devez passer le marché. Je vous ai dit, souvenez-vous, je vous ai dit que lorsque vous faites la demande d'autorisation fiscale pour recourir au gré à gré, vous devez mentionner l'entreprise avec laquelle vous devez passer le marché. Vous devez également mentionner le montant sur lequel vous voulez que le marché soit passé. Alors, à partir du moment où le montant est revu à la baisse, l'organe de contrôle, c'est pour moi. Ce n'est pas unilatéralement. L'organe de contrôle, c'est quoi? La DGCMP. La DGCMP, c'est l'organe qui opère le contrôle sur un marché public à chaque étape. C'est-à-dire, la DGCMP sanctionne la fin d'une étape dans le processus de passation au marché public à travers son autorisation spéciale, ses avis de non-objection et ses dérogations. De même, il y a des cas où la DGCMP, quelqu'un avance, il arrive à la fin, il introduit à la fin de l'étape, il introduit sa demande, la DGCMP dit non. Mais quand la DGCMP dit non, elle est obligée de donner les motifs pour le cas. Mais là, vous avez déjà dit le calcul. Du moment que la DGCMP avait un montant X et que ce montant était revu à la baisse, quoi de plus simple de revenir à la DGCMP pour qu'on resanctionne à nouveau que vous évoluez. Ou au mieux, ceux-là qui le font aussi, ceux qui font ceci, ils ont l'autorisation spéciale. Au moment de recevoir l'avis de non-objection sur le projet du contrat, à ce moment-là, ils joignent une note explicative pour expliquer à la DGCMP que, au regard de calcul, au regard de ceci, voilà, nous avons réduit. Plaira-t-il aussi à ce moment-là à la DGCMP d'accepter ou de refuser? C'est ça. Est-ce que cela est nécessaire dans le marché des gré à gré? Dans tout le marché. Dans tout le marché. La procédure reste la même. La seule différence entre le marché des gré à gré et le marché par appel d'offres, c'est que l'appel d'offres, il est ouvert, on lance un avis d'appel d'offres, on observe les délais de publicité, on procède à l'ouverture d'offres. Ce n'est que ça qui fait la différence entre le gré à gré et l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'avec le gré à gré, on gagne plus en temps que si on avait placé le marché par appel d'offres ouvert ou appel d'offres. Vous avez affirmé que le modèle de contrat dans ce genre de marché ne serait pas la réduite et non plus un modèle libre. Oui, si on le fait de façon libre. Oui, j'en arrive. J'ai même trouvé une disposition qui corrobore en fait avec ce que je viens de dire. C'est ça. Article 150. S'ouvrir que je retrouve ma disposition.
je vais donner une disposition pour asseoir et étayer ce que je suis en train de dire. Je vais la prendre rapidement. Oui, ce que je veux dire ici. Dans l'ancien décret, le décret 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de constitution de la loi relative au marché, c'était le premier décret qui existait comme manuel de constitution. Dans ce décret-là, il était effectivement prévu que le contrat de gré à gré donne lieu à des formes libres dont chacun devait créer. Mais nous avons évolué pourquoi? Parce que parmi les exigences de la Banque mondiale, la Banque monétaire internationale, il nous avait reproché cela. Pourquoi? Parce que quand on fait les statistiques au niveau de la RRP, nous avons constaté que sur le 100% de marché passé en République démocratique du Congo, c'est que nous sommes à plus de 70% ou 60%, à moins que je me trompe, des marchés qui sont passés les. Et donc la banque nous a reproché cela, dit, vous êtes garant du système, comment se fait-il que vous avez autant de marchés de créer, alors que ça ne constitue qu'une exception au public. Alors, c'est comme ça que dans le décret 23/12 du 3 mars 2023, il a été exactement dit ceci. C'est que le marché de gré à gré, le contrat de marché de gré à gré doit respecter les prescrits de l'article 48 de la loi relative au marché public. Je vais lire l'article 48. Les prescrits de l'article 48 de la loi relative au marché public. Mais seulement la recommandation de quoi? Puisque c'est l'ARMP qui élabore les documents types, les documents standards utilisés par tous ceux qui font la passation du marché public. Il nous a été demandé à nous, et nous sommes en train de faire la mise à jour du texte au moment où je parle, que nous puissions éditer un modèle type de contrat de gré à gré. L'article 48 de la loi 10/10 du 2 juin 2010 dispose ceci. Du contenu du contrat. Donc là, je suis en train d'énumérer les mentions obligatoires que doit contenir un contrat de marché public. Article 48, le contrat mentionne 1. L'objet et le numéro du marché. 2. Les parties contractantes. 3. Les moyens de financement de la dépense et la règle budgétaire d'imposition et d'application. 4. Le cas échéant, le maître d'œuvre des délits. 5. La qualité de la personne signataire du marché et de la partie co-contractante. 6. Les pièces constitutives du dossier d'appel d'offres. 7. Le montant du marché assorti des modalités de sa détermination et éventuellement de celle de sa révision. 8. Les obligations fiscales et douanières. 9. Les délais et le lieu d'exécution. 10. Les conditions de consultation de cautionnement. 11. La date de notification. 12. La domiciliation bancaire co-contractant. 13. Les conditions de réception et de livraison des prestations. 14. Les modalités de règlement de prestations. 15. Le comptable chargé du paiement. 16. Les modalités de règlement de litige. 17. Les conditions de résiliation. 18. Enfin, la juridiction compétente en cas d'appel d'offres international. Lorsque l'autorité compétente va obtenir l'autorisation spéciale, doit entrer dans la pour obtenir la note sur le projet du contrat. La vie de notre protection. Sur le projet du contrat. Il doit venir avec le projet du contrat. Là, je n'ai pas encore signé avec le Non. C'est-à-dire, si je peux me répondre, dès que vous avez l'autorisation spéciale de la Direction générale du contrôle du marché public, après cette autorisation spéciale, il y a une étape que j'ai oubliée, c'est l'étape de la mise au point. La mise au point se passe entre l'autorité contractante et l'attributaire du marché. Parce que jusque-là, il est encore attributaire du marché. Il va devenir titulaire du marché après application. Alors, la mise au point va consister en quoi? Pas revoir le prix du marché. Parce qu'en passation de marché public, c'est interdit, c'est de marchander le prix. En passation de marché public, on ne marchande pas le prix.
c'est que le soumissionnaire a proposé comme prix. Vous évaluez par rapport aux autres et vous prenez celui qui est moins disant. Moins disant, c'est-à-dire celui dont l'offre est conforme par rapport aux spécifications techniques, par rapport, on va dire, aux exigences du contrat, et qui est moins disant. Ce qui a le prix, on va dire le prix pas le plus bas. On regarde d'abord tout ce qui est lié aux exigences de qualification et après on classe le candidat en fonction du prix offert et c'est lui qui a le prix le plus bas. C'est celui qui va être traité en cours. Alors, la mise au point ne va pas consister à discuter sur les prix ou les prix unitaires du candidat. On va discuter plutôt peut-être sur, il y a plusieurs éléments. Je vais prendre par exemple les variantes. Si l'autorité contractante avait autorisé que le potentiel soumissionnaire propose des variantes, dans lequel cas, on va adapter le marché à la variante proposée par les titulaires du marché, et ainsi de suite. Dès qu'on a fait la mise au point, on va dresser un PV de mise au point, qui sera signé d'un côté par l'activitaire du marché, de l'autre par l'autorité contractante. Et on adapte le projet du contrat en fonction de cette mise au point. On adapte en fonction de cette mise au point. On l'adapte en fonction. Donc on va adapter le contrat en fonction de ce qu'on s'est dit lors de la mise au point. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va paraffer le contrat sans le signer. On va signer le PV de mise au point et on transmet tout ça à la Direction générale du contrôle des marchés. La Direction générale du contrôle des marchés, qui le reçoit, va examiner. Et après examen, il va, s'il estime qu'il n'y a pas, on va dire comment s'il estime qu'il n'y a pas de choses à dire, que le contrat est bien fait, il va émettre son avis de non-objection sur le projet du contrat. Et lorsque la DSMP émet son avis de non-objection sur le projet du contrat, c'est à ce moment-là que l'attributeur du marché va être invité pour venir signer conjointement le contrat avec l'autorité contractuelle. Mais l'attributeur n'est pas toujours, pas jusqu'à cet instant-là, c'est prévaloir des choses contractuelles. Lorsque cette commission de la DSMP et nous accords pour ça dans nous, est-ce que vous êtes en mesure d'introduire votre requête auprès du Premier ministre pour ne pas que cette autorité approbative? Bon, ça se passe comment? Donc, ça se passe comme ça. Lorsque la DSMP refuse d'accorder l'avis de non-objection, ou même d'autorisation spéciale, ça peut arriver. La première des choses, c'est qu'elle doit motiver sa décision, dire pourquoi elle a refusé. Mais généralement, dans le cadre de l'avis de non-objection, elle émet des observations. Elle émet généralement des observations. Si vous n'êtes pas satisfait par rapport à la décision qu'a prise la Direction générale du contrôle du marché public à travers ces commissions spécialisées, comme ça s'appelle, commissions spécialisées, et bien, vous saisissez dans quel cas l'autorité de régulation du marché public. Vous saisissez le comité de règlement des différends, de l'autorité de règlement des différends, le comité de règlement des différends de l'autorité de régulation du marché public et la RPP. Si elle estime que la DSMP a raison, dans lequel cas, elle vous le fait constater, vous reprenez la procédure à suivre. Si elle estime que ce que vous demandez est fondé, dans lequel cas, elle vous accorde cet avis de non-objection, ou elle ne vous accorde pas l'avis de non-objection, elle vous demande de poursuivre la procédure. Donc, à nous ou pas à nous, la décision du comité de règlement différent de la RP vont à nous quand vous êtes en train de poursuivre la procédure. L'autorité approbatrice, vous avez dit c'est une tâche qui est revenue au Premier ministre.
Pas seulement le Premier ministre, il y a plusieurs autorités générales. Partons dans le fait que la différence entre l'appel d'offres et le gré à gré, c'est au niveau de sa passation. Mais à partir du moment où nous avons atteint l'étape de, on va dire, d'aller sur le projet du contrat, tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment pareil. Il s'agit d'un marché de gré à gré, il s'agit d'un marché passé par appel d'offres national ou international, la procédure sera la même. La seule différence est que dans l'appel d'offres, nous sommes obligés de lancer un avis d'appel d'offres. Dans le gré à gré, il n'y a pas d'avis d'appel d'offres. C'est une consultation, c'est pour ça qu'on appelle le gré à gré autrement. On appelle ça entente directe. Donc vous entendez directement avec celui avec qui vous passez le marché, alors vous êtes assuré qu'il répond aux conditions du marché. Si vous exécutez, vous avancez sans problème. Oui, c'est ce que je dis. Oui, je vais maintenant la question. Lorsqu'on n'a pas obtenu l'avis de non-objection, est-ce qu'on peut s'attendre à une réponse affirmative? Non. Non, parce que parmi les éléments qu'il faut joindre au dossier. Lorsqu'on ne peut pas s'attendre à une pareille réponse, est-ce qu'on peut dire passer X nombre de délais, parce que c'est la loi de prévoir, 10 jours après, et que lorsque cette autorité n'a pas répondu, ça vaut une approbation tacite? J'explique. Oui. J'explique. Je suis en train d'expliquer. Parmi les éléments à introduire pour obtenir l'approbation tacite, il y a entre autres tous ces éléments-là. Donc, l'avis de notre défense sur le contrat, il y a un certain nombre de choses. Vous introduisez tout ça. Vous introduisez auprès de l'autorité approbatrice. Et quand vous introduisez cela auprès de l'autorité approbatrice, l'autorité approbatrice va examiner. Parce que la tâche de l'autorité approbatrice, c'est quoi? C'est juste s'assurer de la disponibilité du crédit. C'est-à-dire s'assurer que le marché sera payé par tel temps. Le marché sera payé de cette façon-ci. Il y a disponibilité. C'est ça le travail de l'autorité approbatrice. S'assurer qu'il y a disponibilité de crédit. Et lorsqu'il s'assure qu'il y a disponibilité de crédit, à ce moment-là, il confère au marché le caractère définitif et exécutoire. Et ce n'est qu'à ce moment-là, que le parti peut prétendre, la partie qui était attributaire du marché, ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle peut prétendre être devenue titulaire du marché. Et même le nom change, il devient titulaire du marché maintenant. C'est vrai. La loi dit ceci. L'autorité approbatrice dispose d'un délai de 10 jours pour approuver le marché. S'il n'approuve pas le marché, dans les 10 jours, pour à partir de quel moment? À partir du moment où vous introduisez votre requête pour solliciter l'approbation. À l'introduction de la requête. Juste à partir de l'introduction de la requête, on va compter 10 jours. Si dans les 10 jours, l'autorité approbatrice n'a pas approuvé le marché, et par conséquence logique, le marché est approuvé de manière tacite. Pardon? Même lorsque les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas l'autorisation officielle. Est-ce qu'en ce moment, lorsqu'on peut espérer que c'est silence de l'autorité approbatrice ou l'autorisation officielle? Je reprends toujours. L'élément le plus important, je donne un cas, je donne un autre cas. Quelqu'un qui n'a jamais été auprès de l'autorité approbatrice. On est d'abord par un oui ou non. Oui, je réponds. J'en arrive. Je dis ceci. J'en arrive. Il y a trop de réactions dans la salle. Je vous ai prévenu de les départ. Vous voulez suivre le débat, gardez votre silence.
Vous ne voulez pas faire du bruit et vous sortez dehors. Pour aller en contact pour des d'audience. Je ne veux plus suivre ça. Retenez-le pour qui? Vous avez affirmé ceci. Aucun contrat de marché public ne peut être exécuté s'il n'a été approuvé. En réalité, on l'a vu régulièrement. Maintenant, enchaîner avec la question qui vous a été posée. Oui, je disais ceci. Tout ce que je dis, je vais dire à l'article 20, alinéa 2, du décret 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics. C'est vrai que vous m'avez répété cela, mais j'aimerais quand même faire l'explication pour que